Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour la première conférence du festival 2018 qui aura lieu en mi-juillet. Pour ceux qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas Bellastock. Rapidement, je vous explique en quelques mots. C'est une association qui existe depuis 11 ans, qui réunit des architectes, des chercheurs, des urbanistes et qui travaille sur la notion des ressources et notamment des ressources en termes de matériaux. Donc on a deux volets que développe l'association depuis maintenant 12 ans. Le premier, c'est la notion de pédagogie. Comment est-ce qu'on enseigne et comment on fait des événements de formation comme peut l'être le festival pour amener des étudiants des écoles d'architecture à participer et puis à tester à échelle 1 des structures. Et puis l'autre aspect sur lequel je ne vais pas m'étendre ce soir, c'est la question du réemploi de matériaux. Donc on a une expertise réemploi qui court depuis maintenant 5 ans et qui se développe pour pouvoir accompagner finalement ce qui était des démolitions pour en faire des déconstructions, essayer de déconstruire les bâtiments de manière soignée pour pouvoir réemployer ces matériaux dans des nouvelles constructions. Dans la partie pédagogie, on a cet événement que l'on a monté il y a maintenant 11 ans, qui est le festival d'architecture Bellastock. L'idée était très simple au départ, c'était juste de convier des étudiants en architecture à faire la conception, la construction, habiter leur projet pendant 4 jours, puis le déconstruire, ce qui donnait lieu à des villes éphémères. Chaque année, on a choisi un thème de construction différent. Donc on a fait le gonflable, on a fait l'architecture et les déchets, l'architecture et l'eau. L'an dernier, on a travaillé sur l'architecture et la terre. Et puis cette année, on a décidé de travailler sur la question de l'architecture et de la forêt. Le projet se structure en 2 temps. Le premier, c'est la partie théorique. C'est celle où on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces notions d'architecture et de forêt, comprendre un petit peu comment elles cohabitent, enfin mieux comprendre, capter et collecter des références sur ce domaine. Et puis on a la partie pratique qui arrive à partir de juin-juillet, où là, donc à la mi-juillet prochain, on va essayer de faire une ville suspendue. Donc l'idée, on a repéré un site c'est encore en pourparlers avec la ville d'Évry pour déployer une ville. Donc on aurait 500 constructeurs répartis dans des structures suspendues. Donc en amont, les conférences. En amont, on a 3 conférences. Donc la première s'appelle... ça vibre un peu, non? Ouais, bon. La première s'appelle La forêt, un milieu, c'est celle de ce soir, où là on va essayer de comprendre comment fonctionne une forêt, comment la forêt peut-elle cohabiter avec la ville, ou du moins les arbres. Puis la deuxième s'appellera La forêt exploitée, où là on va vraiment s'interroger sur, depuis une forêt aux matériaux de construction qu'on va retrouver en architecture, quelles sont toutes les étapes par lesquelles le bois va passer. Et on finira avec La forêt habitée, où là, on s'interrogera sur les différents types d'habitats qui existent en forêt, avec un focus sur les structures suspendues, puisque l'idée aussi de ces conférences, c'est que ça puisse nourrir les futurs participants, en termes de technicité notamment. Donc pour cette première conférence, on a la chance d'accueillir Francis Allais et Béatrice Rizzo. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le festival de cette année, il est parrainé par Gilles Bersolt. Je ne sais pas si vous connaissez cet architecte. C'est l'architecte qui a développé le radeau des cimes, qui a donné le nom du festival d'ailleurs, puisque cette année, le festival va s'appeler SimCity. L'idée du radeau des cimes, c'était de venir déposer un radeau sur la canopée des arbres pour que des biologistes comme Francis puissent étudier ce milieu et pouvoir rendre accessibles des lieux où on ne pouvait pas aller auparavant. Et c'est comme ça que Gilles Bersolt nous a conseillé d'inviter Francis Allais ce soir, qui fera l'introduction de cette conférence. Et puis après, je laisserai la parole à Béatrice Rizzo, qui est spécialiste en arboriculture urbaine et qui nous expliquera comment le patrimoine arboricole de la ville de Paris est géré. Donc Francis, c'est à toi.
Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Comment faire pour vous dire l'essentiel concernant les forêts? Je vais faire de mon mieux, mais c'est compliqué. Dès qu'il s'agit d'arbres et de forêts, il y a un concept qui doit venir immédiatement, c'est le temps qui s'écoule. Ce sont des choses qui vivent sur le temps long. Un arbre, ça a une durée de vie. Elle peut être très longue, mais enfin, la plupart sont mortels. La plupart, parce que maintenant, nous avons une petite liste d'espèces qui sont potentiellement immortelles. Mais enfin, de toute façon, c'est du temps très long. Quant à la forêt, à condition que l'environnement reste bon, c'est pas mortel. Les arbres vont mourir, mais ils sont remplacés à mesure. Et puis, comme chaque arbre qui meurt est entouré de plein d'arbres vivants, ça ne se voit pas. La forêt elle-même ne vieillit pas. Une forêt, ça n'a pas d'âge. Il y a sur cette planète des régions qui ont été forestées depuis le Dévonien, sans aucun doute, Bornéo notamment. Oui, ça me paraît fondamental. Le temps de l'arbre et le temps des forêts, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le temps de l'être humain. Et je crois que dès qu'on veut aller trop vite et court-circuiter, et qu'on prête aux arbres et aux forêts notre temps à nous, on court à l'échec. Je crois que c'était peut-être le plus important. Un mot sur les structures et sur la mécanique des arbres. Parce que j'ai compris que tu voulais mettre des réalisations suspendues. Du coup, il y a des problèmes de mécanique. Alors, commençons par le bas, le sol et le sous-bois, là où on marche dans la forêt. Les structures arborescentes sont très épaisses, très solides et complètement immobiles. La biodiversité qui est liée à ça, elle n'est pas très forte. C'est même l'endroit où elle est la plus faible, le sol et le sous-bois. Par contre, si vous descendez dans le sol, vous allez trouver une biodiversité qui augmente beaucoup. Il y a une formidable biodiversité souterraine qu'on commence maintenant à découvrir. Quant aux structures arborescentes, elles peuvent être fines, les racines, ça peut être très fin, mais c'est immobile. Donc tout ce qui est en bas a tendance à être immobile. Montons par contre. On tombe d'abord sur des petits arbres qui font des strates foliaires intermédiaires. Et à mesure qu'on monte, la biodiversité augmente et la mobilité augmente. Bien sûr, le vent se fait plus sentir sur des petits arbres qu'au ras du sol. Tout en haut, la canopée. La canopée, ça me rappelle d'excellents souvenirs avec Gilles Bersolt et tout un tas d'amis. On s'est branché sur cette question de l'exploration des canopées. C'est ce qu'il y a de plus haut. C'est par définition le sommet de la forêt, donc c'est en pleine lumière. C'est le maximum de mobilité en cas de vent, bien sûr, et c'est aussi le maximum de diversité biologique. C'est là qu'il y a le plus d'espèces, de très très loin. Alors dans toutes les forêts, qu'elles soient tropicales ou tempérées, on constate des communications entre les arbres. C'est une idée qui commence à faire son chemin. Nous avons maintenant des exemples indiscutables de communication et même de dialogue entre les arbres. Ça devient maintenant quelque chose de populaire. Et un très grand niveau de communication et même une véritable vie sociale. Les arbres, nous les découvrons doués de sensibilité, autant que nous, même plus. Ils ont des sens que nous n'avons pas. On constate qu'ils ont de la mémoire, on constate qu'ils sont capables d'anticipation, des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a seulement 10 ans.
on commence à aborder le problème de l'intelligence des arbres. Il ne faut peut-être pas aller trop vite, mais enfin, la question se pose et elle n'est pas du tout stupide. Enfin, ce n'est pas le but de l'exposé de ce soir. Bon, ceci étant, selon la latitude, il faut distinguer deux types de forêts. Les forêts tropicales, ça c'est mon truc, de 0 degré, c'est-à-dire l'équateur, jusqu'à 20 degrés en latitude, nord et sud. Et puis les forêts tempérées, de 20 à 60 à peu près. Au-dessus de 60, il n'y a plus vraiment de forêt. Quelle est la différence majeure entre les forêts tropicales et les nôtres? On croit souvent que c'est une question de hauteur, de hauteur des arbres, etc. Pas du tout, pas du tout. Les plus grands arbres ne sont pas du tout tropicaux. La vraie différence entre les forêts tropicales et les nôtres, c'est la richesse en diversité biologique. Voilà comment ça se passe. Commençons par les forêts tempérées, puisqu'on est dans cette zone-là. Les forêts que nous avons autour de nous quand on est en Europe, elles subissent des contraintes très fortes, mais qui sont des contraintes physiques. Vous allez voir le contraste tout à l'heure. C'est des contraintes physiques, c'est-à-dire c'est des feux pendant la période estivale. Moi, j'habite dans le midi de la France, donc tous les étés, on a des feux. C'est une contrainte physique. Et puis, bien entendu, le froid de l'hiver. Bon, c'est ça les contraintes. Que ce soit le feu estival ou le froid hivernal, ce sont des contraintes physiques. Alors, il se trouve que plus les contraintes physiques sont fortes, plus la biodiversité est réduite. Moins il y aura d'espèces. Plus il y a de feu, plus il y a de froid hivernal, moins il y aura d'espèces. C'est quelque chose de tout à fait intuitif, ce que je vous dis là. Alors le résultat, c'est que comme il y a peu d'espèces, il y a beaucoup d'individus. Ça veut dire que dans les régions où nous habitons ici, on peut parler de forêts de pins, de forêts de chênes, de forêts de châtaigniers. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez parler de forêts de séquoia. Si vous êtes en Australie, vous parlerez de forêts d'eucalyptus. Mais quoi qu'il en soit, à ces latitudes-là, il y a des espèces qui sont dominantes et qui servent à désigner le type de forêt. Il faut ajouter que ces forêts des régions tempérées sont très souvent défeuillées en hiver. Pas toujours, il y a des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, mais dans la majorité des cas, elles sont défeuillées en hiver. Le contraste avec les forêts tropicales est intéressant parce qu'il n'y a ni feu, puisqu'il tombe énormément d'eau, ni froid, parce que tout simplement, il n'y a pas d'hiver. Alors, il ne faudrait pas croire que ces forêts tropicales ne subissent aucune contrainte. Elles subissent des contraintes énormes et toute l'année, mais c'est des contraintes biologiques, c'est-à-dire la prédation, le parasitisme, l'attaque des pathogènes, ce qu'on appelle le commensalisme, c'est-à-dire simplement des êtres vivants qui vivent côte à côte sans se gêner, les symbioses, notamment au niveau des racines, le mimétisme, une espèce qui se met à ressembler à une autre. On trouve dans ces régions-là ce qu'on appelle des saprophytes, c'est des plantes qui n'ont pas de chlorophylle et qui vont chercher leur énergie dans les arbres qui les entourent. On a aussi des épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui sont accrochées aux branches des grands arbres. Tout ça, c'est des phénomènes tropicaux dont on n'a pas l'équivalent ici. Bref, des contraintes énormes, mais qui ne sont plus des contraintes physiques, ce sont des contraintes biologiques. Or, il se trouve, c'est là que ça devient intéressant, c'est que plus les contraintes biologiques sont fortes, plus la diversité biologique augmente, c'est-à-dire plus il y aura d'espèces. Ça explique au moins en partie pourquoi la biodiversité au niveau de l'équateur est tellement énorme. J'ajoute que ces forêts tropicales ne sont jamais défeuillées. Elles sont suffisamment humides, si on est dans la bande que j'ai indiquée, c'est-à-dire 0 degré, 20 degrés, nord et sud, il y a suffisamment d'eau pour que
les arbres ne perdent pas leurs feuilles. Attendez, oui, ils perdent leurs feuilles, mais pas tous en même temps. Vous pouvez trouver un arbre défeuillé, mais ce n'est pas la forêt qui sera défeuillée. Quand on habite l'Europe, on a l'habitude que tous les arbres fassent la même chose en même temps. À l'automne, tous les arbres que nous avons ici perdent leurs feuilles. Ils vont tous les retrouver au printemps. Beaucoup d'arbres vont fleurir au printemps. Bref, il y a une espèce de synchronisme entre toutes les espèces et tous les individus de chaque espèce. Lorsqu'on est dans les forêts tropicales, rien de tel, puisqu'il n'y a pas de synchronisateur saisonnier. Ça veut dire que dans une espèce d'arbre donné, vous allez en trouver un en fleurs, un qui est en train de perdre ses feuilles, celui d'à côté sera en train de rouvrir ses bourgeons pour remettre en place des nouvelles feuilles, etc. Ça va même plus loin que ça. Parce que sur un même arbre, un très grand arbre, vous avez une branche en fleurs, une branche en fruits, une branche qui se défeuille et une branche qui est en train de retrouver des nouvelles feuilles. Donc cette absence de synchronisme, ça domine complètement la biologie de ces forêts-là. Concernant le problème de ce soir, c'est-à-dire une éventuelle coexistence entre l'être humain, entre les villes, disons, et la forêt, je suis désolé, Antoine, je suis très pessimiste. Je n'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai vu de... Bon, attends, il y a des cas très particuliers. Fontainebleau, par exemple, c'est clair que ce n'est pas une grosse ville, c'est entouré d'une magnifique forêt. C'est pour ça qu'ils sont là. Là, il peut y avoir une certaine cohabitation sans trop d'exaction. Mais généralement pas. Moi, j'ai connu Abidjan, entouré d'une magnifique forêt primaire, mais c'est les années 60. Et maintenant, c'est plus que des parkings et des supermarchés. Singapour, c'est pareil. Il n'y a plus de forêt à Singapour, alors qu'il y avait des forêts magnifiques il y a encore 30 ans. Non, je suis désolé. Je ne crois pas à la coexistence de l'être humain et de la forêt. Enfin, de la ville plutôt, parce que des êtres humains dispersés, ça peut se faire. Mais des villes en forêt... Alors, qu'est-ce qu'il en est de Paris? D'abord, je trouve qu'il y a très peu d'espace vert, pas assez à mon goût. Tu vas nous en parler, j'imagine. Et puis, j'entends des mauvaises nouvelles, très mauvaises nouvelles, concernant le parc de Saint-Cloud, qui était tout de même une belle forêt, et même concernant, semble-t-il, le bois de Vincennes. Tout ça est menacé. Une forêt n'a pas intérêt à être trop près d'une ville. Voilà, désolé de terminer sur cette note plutôt pessimiste. Merci Francis. Ouais, on peut applaudir. Béatrice, je te laisse la suite. Ça va être dur d'enchaîner, non? C'est difficile d'enchaîner. Bonsoir. C'est difficile, pas si difficile en fait, non. Parce que c'est ça. C'est effectivement... Le plus on connaît les arbres, le plus on réalise de la manière dont ils vivent en ville, le plus on s'aperçoit qu'effectivement la compatibilité homme et arbre est très 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 difficile, très complexe. Bon, c'est mon travail. Je vous parle ce soir des arbres que nous avons à Paris, de la manière dont nous les plantons, parce que bien que l'équation soit très difficile, voire impossible, d'avoir des écosystèmes forestiers, en tout respect du nom, en milieu urbain, la présence de l'arbre en ville est absolument nécessaire, voire vitale pour nous. Donc, eh bien, en ville, on consacre l'arbre au bien-être humain, alors que pour un botaniste, c'est avant tout le bien-être de l'arbre qui est intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, en fait, rien que le fait que je sois spécialiste en phytopathologie, c'est-à-dire en maladie des arbres, en pathologie, alors que Francis est botaniste, spécialiste de la biologie, trouvez l'erreur, c'est bien que le milieu est très agressif et que les arbres tombent énormément malades.
Il n'est pas possible qu'un gestionnaire de patrimoine arboré en ville ne connaisse pas, ne soit pas formé en connaissance des pathologies des arbres. Donc l'arbre est nécessaire en ville. Il est nécessaire parce qu'on le sait, hein, c'est ancré en nous, il est en nous, et c'est un symbole puissant qu'on a depuis nos origines. Ça parle en chacun de nous. Il faut qu'il soit près de nous, sinon nous nous sentons complètement démunis, désœuvrés, menacés même d'équilibre psychique. C'est souvent des lieux de rassemblement, comme je vous l'exprime là. La population associe une très grande valeur symbolique à l'arbre qu'elle contemple. Tout arbre présente un caractère précieux en tant que patrimoine vivant. Un arbre qui meurt, c'est grave. Tout arbre abattu à Paris se doit d'avoir un motif d'abattage justifié, validé et replanté. Et c'est bien normal. Bien, donc, forcément, c'est aussi pour nous important parce que c'est un marqueur du temps. D'ailleurs, en ville, on associe à certains sujets anciens notre histoire. On a par exemple notre célèbre robinet du Square Viviani qui nous rappelle le temps de Napoléon. On a parfois aussi des arbres mémoire d'événements marquants dans notre histoire contemporaine. Bien, donc, ils ont une forte valeur symbolique, historique. Et bien sûr, ils sont nécessaires parce que c'est pour nous de la contemplation paysagère à travers leur magnifique port, que l'on maintient le plus naturel possible, malgré les contraintes que l'on subit. Nous avons là un sophora magnifique des Buttes de Chaumont, un sol pleureur au bois de Boulogne. Et nous créons aussi des parcs. Oui, nous sommes toujours en recherche de surfaces où l'on puisse avoir de nouveaux parcs. C'est l'objectif de la direction des espaces verts. Mais bien sûr que c'est l'urbanisation qui est en concurrence avec nous. Donc à chaque fois que l'on trouve un terrain où l'on puisse aménager un parc, forcément il faut qu'on justifie cela par rapport au projet d'urbanisation. Donc c'est pas facile bien sûr d'immiscer et d'agrandir les surfaces de parcs en ville. Donc nous créons parfois des ambiances forestières. Ici nous sommes au parc de Bercy où nous avons une densité de plantations qui nous amène équilibre, repos et tranquillité. Donc un facteur social très important en ville. Nos alignements, nos plantations en alignement, qui pour nous structurent nos avenues d'un point de vue visuel et aussi à présent avec nos préoccupations vis-à-vis du réchauffement climatique. On espère de cette trame verte qu'elle soit continue pour nous amener tous les bénéfices écosystémiques que nous apporte l'arbre. Les bénéfices que je décris ici, bien sûr, on le sait, grâce à sa capacité photosynthétique, l'arbre est un dépolluant puisqu'il fixe le carbone. Donc, passage du compartiment gaz dans le compartiment physique, c'est donc là une séquestration durable si l'arbre se maintient longtemps en pied aussi, ou si l'arbre est exploité une fois abattu et recyclé dans la construction de manière pérenne. Effectivement, l'efficacité de ce puits de carbone peut être compris, peut être induit. C'est aussi bien sûr un support de biodiversité. On attend tous ces services écosystémiques de la part des arbres. Insectes, oiseaux, mammifères, végétaux, mousses, champignons, tout doit être là, mais puisque c'est ça, ils abritent tout cela. Bien sûr, l'arbre aussi contribue à l'anti-érosion des sols puisqu'il amortit l'effet de ruissellement par les pluies. Il y a surtout quelque chose sur lequel on l'attend beaucoup, l'effet climatiseur. Nous sommes extrêmement insécurisés, pas forcément par le changement climatique et la hausse des températures. Grâce à son évaporation, on a remarqué que l'arbre
peu dans les parcs, par exemple parc des Buttes-Chaumont, on obtient 1 degré de moins de différence température en ville et température au sein du parc grâce à ces effets de transpiration des végétaux, et les arbres compris bien sûr. Bien, donc, j'allais dire ces pauvres arbres qui sont plantés en milieu urbain, on en attend aussi beaucoup de retours écosystémiques, écologiques. Bien, voilà où c'est que nous en sommes en termes de répartition en nombre. Le service de l'arbre, c'est aussi une comptabilité de l'arbre pour avoir des repères. Bien, nous comptons 300 000 arbres en forêts urbaines répartis entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne et quelques forêts urbaines implantées ponctuellement sur des projets récents. 100 000 arbres en plantation d'alignement, c'est beaucoup, hein. Paris est une des villes les plus arborées d'Europe. 30 000 arbres dans les cimetières, 40 000 arbres dans 490 parcs et jardins. Francis. Équipements publics et les aménagements sur la voie publique. 7 000 arbres en établissements municipaux scolaires. Alors là, il y a un effort. L'élu nous demande d'implanter de plus en plus d'arbres dans les écoles, notamment des fruitiers, ce qui est une excellente initiative, car les fruitiers sont d'excellents supports d'éducation à la compréhension de l'arbre et la compréhension du fonctionnement de la nature en général. 4 000 en établissement sportif, 6 000 arbres sur le périphérique. Et notre élu nous demande d'augmenter ce patrimoine arboré de 20 000 arbres supplémentaires, 20 000 arbres. C'est à se retourner, vraiment, c'est énorme, 20 000 arbres, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on fait tout ce qu'on peut pour trouver les emplacements où les planter. On en est à la moitié de la mandature, nous en sommes au 1500e arbre nouveau planté à Paris. Alors, ces arbres se répartis en 450 essences, c'est pas énorme, Francis m'a dit. Bon, on fait des efforts pour diversifier. C'est pas facile, regardez, c'est le platane qui domine, marronnier, tilleul ensuite. Eh bien, pourquoi c'est le platane? Comme par hasard, c'est l'arbre le plus résilient que je connaisse, qui puisse supporter tout le milieu agressif que constitue le milieu urbain en termes de contraintes. Bien, donc pour moi c'est le champion qui compartimente de manière excellente. C'est l'arbre urbain par excellence. Bon, et ce qui est malheureux, c'est qu'il est menacé par une pathologie, vous le savez, donc il va falloir réfléchir à substituer cette essence, parce qu'elle n'est plus d'avenir. On connaît le drame des platanes du Sud, attaqués par le chancre coloré. Alors, si vraiment j'ai des choses à expliquer aux gens qui veulent intégrer des arbres dans les projets, ça s'appuie, c'est tout le temps ce à quoi on s'acharne pour que l'arbre puisse être intégré de manière durable. C'est les principes fondamentaux de la vie de l'arbre. La vie d'un arbre. Un arbre ne peut pas fonctionner, ça paraît évident, sans le fonctionnement de son houppier, c'est sa capture photosynthétique. Il a besoin de capturer la lumière, il lui faut donc un espace aérien tout au long de son développement. Ça paraît évident, c'est très vite dit que l'arbre est vivant, oui, il est vivant, mais non, on ne comprend pas souvent, dans la plupart des projets, on n'intègre pas qu'un arbre, c'est vivant, ça a besoin d'espace aérien, ça a besoin de capturer la lumière, sinon ça se déforme, ça s'étiole, et mécaniquement, ça devient peut-être critique. Ça devient en tout cas problématique pour la surveillance. Ensuite, la vie des racines. Alors la vie des racines en ville, ça, c'est par là que la fin commence, en fait, hein, c'est le début de la fin, comme on dit. C'est que, en ville, on fait, on défait, on refait. Alors, si quelque chose dont les arbres ne supportent pas, c'est justement le changement environnemental proche. Une fois qu'il s'est implanté, qu'il a grandi dans un endroit, et ça y est, on commence à travailler le sol, à modifier, ça y est,
ça se passe mal pour lui. S'il n'est pas un champion de la résilience, comme je vous dis, tel que le platane. Bien, ce qu'il faut donc pas de section de racines dans la mesure du possible, surtout les racines d'ancrage, parce qu'alors là on risque de se prendre sur la tête. Ça paraît évident de le dire, mais je vous assure que c'est pas facilement compréhensible par tout le monde. Le pied de l'arbre doit être non compacté, perméable à l'eau et à l'air. Alors là, bien sûr, en ville, on est mal, on est sur des sols artificialisés et on est sur des sols surtout piétinés. Piétinés, la foule, les habitants, ben oui, hein, on marche et on compacte le sol. Et le sol perd de sa nature biologique. Et là, toujours pareil, c'est un petit peu le début de la fin. Les arbres, en particulier ceux qui ont un caractère forestier, ne supportent pas la mort du sol, puisqu'ils sont tributaires des organismes vivants avec lesquels ils sont en symbiose. Donc, ensuite, il y a bien sûr le maintien de l'écosystème de l'arbre. Eh ben, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est la vie du sol. Le sol doit rester vivant. Un sol, c'est vivant. Je suis ingénieur agronome, je peux vous parler de ce que c'est que la pédologie. Ce sont des cycles de dégradation de la matière organique, ce sont des cycles de minéralisation. Les arbres ont besoin de sels minéraux. Donc, et ils ont besoin de leur organisme symbiotique. Donc, il faut préserver la faune et la flore abritées par les arbres, tant au niveau aérien que souterrain. Alors voilà, je vous montre en détail un petit peu les conditions que vivent nos arbres en ville. Ils ont du mérite, ils sont là. Francis Sali a commencé son exposé par la durée. C'est assez choquant, enfin pour moi c'est choquant, mais nos arbres ont une vie moyenne, une longévité moyenne de 60 ans, ce qui est relativement court. Et c'est là toute l'expression du milieu. Un arbre, c'est optimisé pour traverser le temps. C'est une vie fabriquée pour traverser le temps. Et bien nous sommes à 60 ans d'espérance de vie de nos arbres plantés en ville. Bien. Donc, eh bien pourquoi ? Eh bien parce que regardez, comparez, je vous montre ce schéma qui d'un côté montre le milieu forestier urbain, et le milieu urbain en voie, en intramuros, si on peut dire, sur les voies. Alors là, tout est difficile. Tout est difficile, comme je vous ai expliqué. La vie des racines est difficile à cause du compactage, asphyxie des racines, réserve en eau diminuée, milieu déséquilibré en minéraux, sol pauvre en matière organique, milieu stérile, c'est-à-dire sans activité biologique. Donc pas de minéralisation, un volume prospectable limité. Alors bon, quand même, je dois dire, Paris a les fosses de plantation des plus grandes en France. Moi qui viens du Sud, ça m'a fait du bien de venir travailler ici quand j'ai vu 12 mètres cubes consacrés à chaque arbre. Bravo Monsieur Alphand, bravo quand il a dessiné les emplacements historiques des arbres à Paris, sur les grandes avenues. 12 mètres cubes, j'étais contente, j'ai vu bien moins que ça. Bien, donc, sur ces fosses de plantation, le volume prospectable est limité, faible développement racinaire, réservative faible. Voilà un petit peu, et donc forcément, c'est étonnant, mais, enfin non, c'est pas étonnant, les arbres se développent peu, vous voyez l'arbre de droite, considérablement moins développé que l'arbre de gauche en milieu naturel, pardon. Alors moi je dis ça, c'est un effet bonsaïsation de mes arbres en ville, c'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas beaucoup, ils restent atrophiés. Bon, il y a peut-être des avantages, on va peut-être moins les élaguer, puisqu'ils sont moins en grande expansion. Des fois, je me dis, c'est peut-être tant mieux que les arbres ne grandissent pas trop vite en ville. C'est pas la peine de les pousser à la vigueur, puisque de toute façon, à un moment donné, ils vont se cogner aux façades et il va falloir faire un ajustement d'élagage. Voilà comment réfléchir un gestionnaire aussi. Alors,
les autres contraintes au niveau du climat à la ville, là aussi, c'est très difficile pour les arbres. Le pire, c'est l'excès ou le déficit de lumière. L'excès, comment on peut dire un excès de lumière? Par réverbération très forte des surfaces blanches, des surfaces vitrées. Et parfois, certains végétaux ne supportent pas ça. Donc, on observe des brûlures. Ça se passe sur les jeunes plantations aussi. On a des phénomènes de brûlure des jeunes arbres qui, venant de la pépinière, venant d'un sol végétal, d'un sol naturel, une fois implantés en ville, subissent une réverbération du revêtement enrobé, ou d'un revêtement en tout cas réfléchissant, et qui brûle sur le tronc. Ça n'existe qu'en ville. Ça s'appelle des échaudures. C'est un symptôme proprement urbain. C'est assez irréversible quand les jeunes arbres ne sont pas protégés au niveau de leur tronc pour éviter cet accident. La température aussi est élevée, ce qui demande une forte évapotranspiration et des dégâts. Pourquoi j'ai mis dégâts aux racines? Température élevée? Non, il y a une erreur. Excusez-moi. Donc, la forte température élevée, forcément, demande un besoin de compensation en évaporation. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas assez d'eau dans le sol. On dit les arbres ont un effet rafraîchissant. Je réponds oui, mais ça n'est pas gratuit. Encore faut-il qu'ils aient des réserves en eau disponibles. D'accord, donc la pollution de l'air aussi peut les exposer à des brûlures comme le gaz d'ozone, qu'on peut parfois observer dans l'air pollué de Paris, hélas. Et il y a aussi la pollution de l'air par rapport aux poussières qui se déposent sur les limbes et qui enrayent la photosynthèse. Donc la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il faut se rappeler quand même que lorsqu'on intègre les arbres dans les projets, c'est une plante pérenne, je perdure, je traverse le temps, et donc les projets, ce serait bien qu'ils intègrent cette longévité, au moins de 60 ans, le max qu'on puisse avoir en ville. Et il faut comprendre que c'est un besoin croissant de lumière. Au fil du temps, l'arbre gagne en masse. Il s'étend. Il a besoin, il est condamné à s'étendre et à grossir. Puisque c'est un puits de carbone, il faut accepter le fait qu'il a besoin d'espace. Voici des erreurs. Voici un pied d'arbre. L'arbre, il est en train d'exploser toutes ses structures autour. Mais parce que voilà, un puits de carbone, la vie, le volume augmente. On a l'impression que les arbres, c'est immobile. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. C'est une erreur. Et un autre arbre, le pauvre, qui n'a pas réussi à contenir dans son pied d'arbre, dans sa grille, on lui a sectionné les racines. Bon, alors cet arbre ne devrait même pas être conservé. Pour moi, là, c'est pareil, c'est le début de la fin. On est sûr, là, un pathogène va passer, va envahir le bois, et puis il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit fragile mécaniquement et à se faire peur. Voilà, donc les arbres font leur place. Et j'ai envie de dire aussi, sur cet arbre qui est à droite, qui a complètement explosé son pied d'arbre et qui a soulevé l'enrobé, eh bien, si on se prend à l'idée que pour lui faire du bien ou pour faire un autre projet, on va faire sauter tout l'enrobé, toute la structure autour, eh bien, en fait, non. En fait, l'arbre, il a grandi avec ses structures autour, environnantes, dures ou pas. Il s'est ancré en fonction de ça. Il a ressenti les contraintes de compensation mécanique au niveau du sol. Donc, à présent, dans sa vie, ces structures-là sont dépendantes de sa tenue mécanique. Bien. Donc, si un projet vient pour faire sauter toutes les structures bordures enrobées, moi je dis non, je dis enlevez, je vous prie, renouvelez, parce que sinon je vais avoir un arbre déstabilisé et ce n'est plus la peine. Alors, vaut mieux recharger. De plus en plus sur les projets, je demande de recharger, de maintenir les structures en place, plutôt que de modifier. Voilà. Donc, alors, sur des projets d'arbres intégrants, des arbres, alors les arbres des forêts verticales
ou des forêts horizontales, la DEV, la Direction des espaces verts, nous sommes consultés, c'est bien qu'on nous demande notre avis, parce que souvent, ensuite, c'est nous qui les prenons en gestion, en surveillance. Je dirais que c'est plus ou moins durable selon l'intelligence du projet, à avoir compris le côté vivant de la plante et tout ce dont je vous ai décrit, inhérente à la vie des arbres. En bas, nous avons la forêt linéaire dans le 19e arrondissement. Là, nous avons eu la chance d'avoir été écoutés dans le fait que nous avons demandé de planter des jeunes arbres, des scions, car les arbres sont plus adaptables, ont plus de chances de s'adapter le plus ils sont plantés petits. Nous avons eu aussi de la chance d'exiger une qualité de terre forestière pour qu'il puisse être, pour que cela puisse fonctionner le mieux qu'on puisse. Et bien sûr, une alimentation en eau, parce que sans eau, dans un milieu aussi réfléchissant, aussi réverbérant, aussi chauffant, c'était pour nous mettre des forestiers, des essences forestières coincées dans le bitume comme cela. Ça nous a paru assez difficile. En conclusion, sur tout projet de plantation arborée en milieu construit, ça nécessite une concertation multi-expertale pour obtenir le meilleur des arbres. Je vous remercie de votre attention. Merci Béatrice. Du coup, on va pouvoir passer aux questions. Je vais donner le micro à Ella et Baptiste. Alors, tac, il faut l'allumer. Est-ce que vous avez des questions à poser à Béatrice et Francis sur, non? Baptiste, t'en as une? Ah, il y en a une déjà à droite. Vous parliez tout à l'heure du temps des hommes. Aujourd'hui, on est dans l'Anthropocène avec le réchauffement climatique. Est-ce que les forêts vont réussir à s'adapter aux changements qu'on fait subir à la planète? C'est très important le changement climatique, bien sûr. Mais je vous donne mon avis puisque vous me le demandez. Les arbres craignent rien. C'est nous qui craignons. Les arbres, vous savez, on sait maintenant que dans un arbre, il y a plusieurs génomes différents. Par conséquent, s'il y a un changement climatique, eh bien, il met en avant un autre génome mieux adapté au nouveau climat. En outre, là, je parle dans la végétation naturelle, hein, les arbres sont souvent tellement vieux que le changement climatique, pour eux, c'est de la routine. Ils en ont déjà connu beaucoup. Non, le vrai danger, c'est pour nous. Bonjour. Quand vous aviez l'air un peu pessimiste sur la question de vivre, d'adapter une ville aux arbres ou d'adapter des arbres à une ville, je suis d'accord sur le schéma actuel, c'est foutu. Hein. Mais si on prenait par exemple comme base les aborigènes et qu'on poussait leur mode de vie jusqu'à la ville, est-ce que ça vous donnerait un peu plus d'espoir? Est-ce que c'est le genre de projet auquel vous seriez motivé de participer? Est-ce qu'il y aurait des clés à prendre en compte pour initier ce genre de projet autrement? Le projet de ville forestière? C'est clair que les aborigènes, pour ceux que je connais, ils tirent le meilleur parti de la forêt sans jamais la détruire. Donc ils ont une gestion qui est très précise et très efficace. Maintenant, ce qu'ils ne font pas, c'est de l'exploitation industrielle et commerciale des bois. Ils prennent seulement ce dont ils ont besoin. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Oui, c'est tout à fait intéressant de d'imiter les techniques quotidiennes des gens qui habitent vraiment en forêt. L'ennui, c'est que comme la forêt disparaît, ces gens-là disparaissent aussi. La déforestation, c'est aussi un génocide.
Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir, puisque c'est la fin de la route pour eux, c'est la fin de la piste. Il y en a déjà beaucoup qui sont plus du tout des habitants de la forêt, qui sont déracinés et ils habitent dans des banlieues de villes, c'est tout. Il faudrait qu'on en discute. La question derrière, c'est de savoir si, par exemple, en France, on pourrait initier un projet de ville nouvelle en considérant la base forestière comme critère premier et que tout le reste d'urbanisme, d'architecture, de société s'adapte. Mais je crois que tu me contredis si ce n'est pas vrai, mais il y a sur cette planète des villes où on n'a pas procédé comme d'habitude. Les forêts et les arbres ont été mis avant les bâtiments. Je crois qu'il y a Washington comme ça et Berlin. Eh bien, le résultat est magnifique parce qu'il n'y a plus ces problèmes de limitation de place. C'est la bonne solution, c'est de commencer par la forêt. Il y a Clichy-sous-Bois aussi. Mais c'est pas loin, et c'est des grands ensembles qui sont implantés en pleine forêt, comme à Tremblay. Enfin, il y a des exemples en banlieue parisienne où on avait une forêt et on y a mis dedans un peu des bâtiments, un peu comme dans le domaine des dieux, dans Astérix. Là, hop, ils ont essayé de mettre des bâtiments. Il faut aller voir ce que ça donne. Il y a des expériences intéressantes. Il y a une question. Bonjour. Monsieur Allais, vous avez commencé à nous parler de la communication entre les arbres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La communication entre les arbres. C'est des choses assez récentes, hein. On aurait fait rigoler tout le monde il y a 40 ans en parlant de communication entre les arbres. Mais maintenant, il arrive tellement de preuves, tellement de laboratoires du monde entier, ça devient très impressionnant. Je ne vais pas me lancer dans l'historique de tout ça, je voudrais juste donner le dernier exemple qui nous est parvenu. Ça se passe en Espagne, sur la côte méditerranéenne. C'est de la forêt méditerranéenne, donc ça brûle, ça a tendance à brûler chaque été. Les collègues espagnols ont mis sur Internet des forêts totalement carbonisées, tout est noir, sauf les cyprès. Curieusement, c'est une plante de la région, Cupressus sempervirens, le cyprès méditerranéen, il ne brûle pas. Alors ça les a beaucoup intéressés et les conclusions sont les suivantes. Le feu arrive, poussé par le vent. Donc la température du cyprès, elle augmente. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très, très forte. À 60 degrés, ce qui est encore assez modeste, l'arbre dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère sous forme de molécules volatiles tout ce qui, en lui, pourrait brûler. Des alcools, des terpènes, des toluènes, des hydrocarbures, etc. Tout ça part dans l'atmosphère. Et quand le feu arrive, eh bien, le cyprès, il est comme un sac plein d'eau. Il ne brûle pas. Mais le plus intéressant, c'est que ces molécules volatiles, elles descendent le vent et elles arrivent sur des cyprès qui sont encore très loin du feu. Et en recevant ces molécules-là, ils dégazent. Et quand le feu va arriver, ils ne brûleront pas. On en est arrivé sur la côte méditerranéenne d'Espagne à faire des pare-feux en cyprès. Pour moi, en tant que botaniste, c'est quelque chose d'incroyable, parce que tout de même, un cyprès, c'est une gymnosperme, c'est un résineux. Eh bien, on peut l'utiliser pour faire des pare-feux. Alors attendez, ça a été critiqué par la presse espagnole parce que si vous arrivez sur un cyprès avec un briquet, vous pouvez y mettre le feu, il va brûler très très bien. Mais ce n'est pas du tout les conditions de l'expérience que je raconte. Voilà un des derniers exemples de communication entre les arbres. On en a des quantités maintenant. Et ce n'est pas des conversations mondaines pour ne rien dire, hein. Ça leur sauve la vie. Voilà. Bonjour. Jusqu'à assez récemment, le végétal en ville, et notamment les arbres aussi, avait un rôle d'une part d'agrément, mais aussi un rôle productif.
Et les arbres d'alignement étaient justement souvent des arbres qui servaient de bois d'œuvre. Et donc on les coupait à temps pour qu'ils puissent être utilisés en bois de charpente ou en bois d'œuvre. Et donc, quelle est la position justement de la ville de Paris par rapport à ça? Est-ce que vous imaginez de retrouver un système productif aussi en ville qui puisse être lié avec un système d'agrément et de loisirs? Alors, il y a des parcelles dans les bois qui sont exploitées et d'autres qui sont recyclées pour réhabiliter les écosystèmes. C'est-à-dire, par exemple, les arbres abattus sont laissés au sol pour restaurer la biodiversité du site. En termes d'exploitation, de recyclage, c'est en réflexion. Notre problème, c'est que les bois ont subi, et donc nous avons des peuplements jeunes, nous avons subi la tempête 99 qui a énormément tout mis au sol, et donc nous n'avons pas des peuplements exploitables et intéressants au niveau de l'exploitation du bois d'œuvre, en bois d'œuvre. Donc nous sommes plus sur une stratégie de renouvellement du peuplement et de restauration de la biodiversité que dans la production. Mais c'est effectivement, ce serait l'idéal, une fois la forêt restaurée. Et pour l'instant, nous en sommes à une gestion en futée régulière, nous en sommes pour faire vieillir les peuplements et s'orienter vers des filières comme cela. Je vais juste reprendre parce que j'avais aussi envie de poser cette même question, mais du coup je vais pousser un petit peu plus loin. Alors pareil, moi je suis pas parisien, du coup je suis plutôt en banlieue, et du coup en banlieue on va avoir une autre type de population. Moi je pense à une banlieue pavillonnaire où on va retrouver plein de prunus en alignement qui sont très jolis au printemps. Et du coup, récemment, là, j'ai vu une rue où ils ont débité les arbres, et c'était des beaux fûts de 30-40, et ils les ont débités en morceaux de 50 cm pour pouvoir les mettre au sol, alors qu'on avait des fûts qui faisaient 3 mètres de haut, bien circulaires, et sur lesquels on avait une essence de bois qui était pour de l'ameublement. Alors on est sur du bois d'œuvre, mais pas du bois de fer quand même. On est encore sur quelque chose de plus fin, mais qui en marqueterie, on serait sur des prix à la tonne qui avoisineraient les milliers d'euros. Et les villes ont une gestion de cette coupe qui leur coûte de l'argent, et ils en font rien derrière. Enfin, ils en font rien. Ça va faire du mulch ou du BRF, mais on imagine que trouver des belles essences de prunus pour faire des beaux mobiliers, même pour faire les chaises des écoles ou de la mairie, ça pourrait amener autre chose que des bois recomposés en agglo. Je suis absolument convaincue, effectivement, de faire le lien entre les abattages urbains et les filières de production de bois. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose... je ne sais pas trop pourquoi, le fondement, pourquoi on n'en est pas encore là. J'ai l'impression, moi, depuis Paris, que c'est parce que nos bois ne sont pas intéressants d'un point de vue menuiserie, recyclage, en quantité, en volume. Parce que j'ai l'impression que c'est cela. Je vous dis intuitivement comme ça. Et les scieries, non pardon ? Les scieries, la notion de scierie, apporter une scierie mobile sur le point de découpe, ça serait peut-être plus oui, pratique. Ça serait et les bien. villes se disent, je vais devoir le déplacer, ça va me coûter... Oui, tout à fait, mais on y pense. Je sais que des personnes à la ville de Paris y réfléchissent à ça, parce que bien sûr c'est intelligent, c'est une manière durable, justement, que ça ne reparte pas dans le compartiment gaz, parce qu'à ce moment-là, on a complètement l'effet inverse de lutte contre le changement climatique. Parce que même si c'est en BRF, effectivement, même si c'est en mulch, eh ben c'est destiné à la décomposition, nous sommes d'accord. Moi, j'avais juste une question. Tout à l'heure, vous disiez que les platanes n'étaient pas tellement une variété d'avenir, et du coup, je me demandais quelle était un peu la réflexion sur les variétés qui irait bien dans la ville de demain. Vous parlez du platane, j'ai bien entendu ? Oui, c'est ça, effectivement. Et quelle essence on pourrait mettre qui serait plus adaptée ?
en ville, si on n'utilisait pas le platane? Mais non, mais le platane est très bien adapté. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce qu'il ne faut pas, c'est mettre platane, 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 comme on a fait le long du canal du Midi. Parce que là, ils se soudent par les racines. Ils se soudent, c'est normal, ils sont proches les uns des autres, donc ils sont soudés par les racines. Donc si par malheur, il y en a un qui tombe malade, ils vont tous être malades. Moi, je crois que c'est un hybride interspécifique qui bénéficie d'une vigueur hybride extraordinaire. Et je ne crois pas qu'il faut... Enfin, je vois pas. Non, c'est pas pour le remplacer, c'est que tout à l'heure vous disiez qu'il avait tendance à être malade aujourd'hui et que du coup. Mais parce que dans son milieu naturel, pas le platane qu'on a ici, puisque c'est un hybride artificiel, mais les parents, ils sont pas dans des forêts de platane, ils sont dans la diversité biologique. Et c'est ça la solution. Si on les entoure d'arbres d'espèces différentes, eh bien, ils vont se comporter très très bien sur le plan sanitaire. Moi, je m'inquiète beaucoup du canal du Midi parce que c'est tout à fait important pour nous. Moi, j'habite le Midi, donc ça me concerne. Je crains qu'on ne recommence à mettre la même espèce tout du long. Quelle que soit l'espèce, ça ne sera pas bon. Voilà, la solution, c'est la diversité. Je vais compléter par rapport au platane parce que c'est intéressant ce que vient de dire Francis. Je m'aperçois, d'après sa réponse, qu'on a fait une double erreur à Paris. Enfin, on n'a pas fait exprès. C'est que nos platanes sont produits en pépinière, sont multipliés de manière végétative en pépinière. Et il y a eu une récente thèse, une étude qui nous a montré par A plus B que nous avions affaire au même génome. Donc, nous avons fait... Tous nos platanes sont des clones. C'est le même individu dupliqué dans nos avenues. Donc, on est encore plus menacé justement par, si jamais nous arrive cette maladie. Et donc, effectivement, il faut réfléchir à une essence de remplacement. L'essence de remplacement, nous lançons une étude à ce sujet-là. Et bien sûr, alors nous pensons au tilleul. Alors bien sûr, mais pas le tilleul qui est toxique pour les abeilles, soi-disant toxique, le tomentosa, on ne sait pas, mais bon, le Tilia cordata. Nous faisons des études comme ça pour rechercher à la fois une étude qui puisse remplacer le platane. Moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas comment je vais faire sans le platane, franchement. Pour sécurité et beauté, grandeur, élagage, je ne sais pas comment je vais faire sans lui. Mais il va bien falloir y réfléchir. Devant. Oui, il y en a plein qui arrivent. Oui, je voulais simplement... Oui, il y a le problème des feuilles peut-être en ville, avec les platanes qui ne sont pas évidentes à ramasser. Mais bon. Au niveau de... On était un petit peu frappé par le vocabulaire, contrainte, manque, absence, les difficultés que la ville apporte. On aimerait peut-être un peu rappeler aussi le vocabulaire de Gilles Clément qui dit que le jardinier, moins il en fait, mieux l'environnement s'emporte. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas imaginer, justement, au lieu de lutter contre, de faire avec aussi? Et un peu plus, est-ce que ce ne serait pas une révolution, un mai 68? C'est ce que j'ai vécu moi. Est-ce que vous, les jeunes, vous ne pouvez pas faire ce mai 68 avec les arbres? Voilà. Mais oui, mais c'est bien dit. Laissons faire. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait de mal en ville en plus? C'est les tailler. Il faut cesser de tailler les arbres en ville. Ça veut dire qu'il faut mieux les planter à des distances abordables, ou bien alors il faut bien les tailler. Mais effectivement, le laisser faire, un arbre devient dangereux le plus on le taille. Donc, je suis d'accord avec vous. Et c'est justement parce qu'on comprend de mieux en mieux ce dont ont besoin les arbres pour perdurer. On le sait, ce sont nos tailles et l'héritage des tailles, des anciennes tailles drastiques, parce qu'on a eu peur, ils étaient trop grands, ils étaient trop gros. On les a taillés, oh là là, c'est trop grand, c'est trop gros, ça va dans les façades. Allez, hop, on balance une charpentière à la tronçonneuse et les pathogènes derrière, et ça casse, et ça blesse, et donc rien ne va plus. Donc effectivement, le laisser faire, par une parfaite compréhension de la biologie de l'arbre, c'est l'avenir des arbres en ville. Mais il faut la place. Et là, à chaque fois,
comment peut-on... On peut mieux réfléchir l'espace, vous avez raison, mais peut-être ce sera moins, à plus grande distance. Pour virer quoi, les bagnoles. Alors oui, mais il y a des plantations qui se font à la place de stationnement. Et il y a des plantations qui se font à la place de stationnement, notamment en face des écoles. L'arbre protège les entrées des écoles, ça empêche les stationnements. C'est le plan Vigipirate aussi, intégré, c'est-à-dire qu'aucun véhicule ne doit se stationner devant une école de manière durable, longue. Et hop, on met des arbres à la place des stationnements. Oui, donc lutter contre ou faire avec. J'ai une question pour Monsieur Francis Allais concernant les feux de forêt, puisque vous avez bien dit que les feux de forêt font partie du cycle de vie naturel des forêts, mais on a quand même... Non, j'ai pas dit ça, non. Non, ça fait pas partie. Je pensais que ça faisait partie, les feux faisaient partie de la vie des forêts. Je voulais savoir s'il y avait des pratiques, justement, s'il fallait... Parce qu'avec ce qu'on a vu à Los Angeles et au Portugal l'été dernier, est-ce qu'il y a des pratiques où on peut intervenir ou est-ce qu'il faut laisser faire? Attendez, un mot sur les feux de forêt. Il y a quelques endroits dans le monde, mais pas beaucoup, où les feux sont régulièrement allumés par les orages. Il y a un spot dans le nord de l'Australie, il y en a un autre en Afrique du Sud, et j'entends parler d'un spot également au Québec. Ça, c'est des feux qui sont bien antérieurs à l'homme, puisque c'est allumé par les orages. Et sinon, les feux que nous allumons, ce n'est pas du tout intégré dans le cycle de la plante, ça lui fait le plus grand mal. Je n'ai pas compris. Les feux de forêt, par exemple, à Los Angeles, c'est à cause du réchauffement climatique, du réchauffement de la ville, que la forêt prend feu. Je n'ai pas compris. Vous pensez à des feux qui seraient allumés spontanément? Ah non, 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 ça, j'ai jamais vu ça. Vous l'avez vu? C'est ce qui me semblait, le feu de forêt de Los Angeles. Je ne pense pas que ce soit les hommes qui aient allumé la forêt. Mais si. Mais si. Ça ne s'allume pas spontanément, un feu. Hein. Mais ça peut être un mégot du fait que comme il fait plus chaud, il y a moins d'eau. Du coup, ils peuvent moins évaporer à l'arrivée du feu. Et du coup, la forêt, elle brûle plus. Donc, vous voulez dire que les feux de forêt ne sont pas des événements naturels du tout? À part quelques endroits, comme j'ai dit. Mais sinon, non, c'est allumé par les gens. Attendez, moi, j'ai regardé ça de près. Les gamins en Afrique, ils ont des moyens très astucieux de mettre le feu dans un espèce de fruit. Ils balancent ça dans la savane. Ils ont le temps de se sauver pour qu'on ne sache pas que c'est eux qui ont mis le feu. Et ça se met à brûler 1 heure après. Alors on se dit, tiens, voilà un feu spontané. Pas du tout. Non, 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 c'est pas spontané les feux. J'avais une question sur les trognes. Donc, si ma terminologie est exacte, une trogne, c'est l'arbre dont on coupe les branches à une certaine hauteur pour qu'il repousse et qu'il fasse de multiples branches. Et il y a de nombreux arbres urbains qui sont des trognes. Et j'ai entendu dire que la biodiversité dans les trognes est exceptionnelle. Donc, est-ce que en tant qu'arbres individuels, est-ce que les arbres de ville sont exceptionnellement riches en biodiversité rare? On apprend beaucoup de choses sur les trognes. C'est un domaine extrêmement intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a une très forte biodiversité parce que dans le groupe c'est pas des branches, hein, c'est des troncs qui sortent en haut. Dans ce groupe-là, il y a énormément de cachettes pour des quantités d'animaux. Mais de mon point de vue, c'est pas ça qui fait l'intérêt des trognes. C'est essentiellement le fait que ça multiplie par 10 la durée de vie de l'arbre. C'est-à-dire si on ne l'avait pas trogné, il aurait une vie courte. Et le fait de l'avoir comme ça traité en trogne, ça multiplie sa longévité. Il y a un autre aspect très intéressant aussi, c'est que ça rend le bois précieux. Vous savez, les trognes, on les fait d'habitude sur des
des saules ou des choses comme ça, ou des frênes, enfin, ce n'est pas des bois vraiment précieux, eh bien ça le devient. Et ça le devient tout simplement parce que ces troncs qui poussent en haut, ils sont prolongés vers le bas par des racines, et ça traverse tout le tronc de la trogne jusqu'au sol. Les gens qui élèvent des trognes en Poitou-Charentes, ils me disent que quand vous avez une trogne de très gros diamètre, il vous faut la protéger, sinon on vient vous la voler. Qui est-ce qui vient vous le voler? Des constructeurs de voitures de luxe. Très étonnant, parce que ce qu'on appelle la ronce pour les tableaux de bord, ça n'a rien à voir avec de la ronce, enfin botaniquement ça n'a rien à voir avec de la ronce, c'est du bois de trogne et c'est truffé de petits ronds comme ça, qui sont les systèmes racinaires dont je parle. Et ça devient extrêmement précieux. Je voudrais réagir par rapport à des... Pardon. Alex, si tu peux laisser la place, tu as déjà posé une question. Il y a encore d'autres gens pour des questions. Ouais. Moi, je voudrais poser une question, revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure en ville, de la diversité. Sur la planète et en Occident, ou au milieu tempéré, il y a une grande diversité d'essences, et en ville, il y en a très peu. Et pour moi, c'est mystérieux, ce grand écart, quoi, tout simplement. Pourquoi c'est mystérieux ce grand écart? Le plus les contraintes biologiques sont fortes, l'a expliqué Francis, le plus la biodiversité augmente. J'ai bien compris, Francis. Eh bien, justement, la contrainte biologique, ce n'est pas la contrainte dominante en ville. Les contraintes dominantes, ce sont les contraintes mécaniques, ce sont les contraintes physiques. Oui, c'est ça. Vous l'avez vu, je vous ai démontré que la disponibilité au sol était moindre, la disponibilité de l'air est moindre. Donc, eh bien, du coup, il y a peu d'organismes vivants, diversifiés, peu d'espèces. Parce que dans le béton, c'est assez pauvre. Hein. Enfin, bon, voilà. Bon, ensuite... il y en a une quand même de biodiversité et on l'encourage et on sait où elle se trouve et on a de plus en plus des recensements, des inventaires d'espèces. Souvent on est surpris dans les bois, nous sommes surpris. Nous avons des insectes intéressants, rares. Donc il y en a une et on a des botanistes, on a des professionnels qui s'intéressent de plus à la manière de les favoriser. Voilà. Demain, par exemple, on pense sur le périphérique à faucher plutôt que de tondre. Voilà, on sait que le fauchage est favorable à la biodiversité des strates herbacées. J'ai une question. Je suis assez de ton avis. On ne tire pas assez parti de la biodiversité. Elle est beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Si on la regarde au niveau de la planète, quel que soit le climat, on peut avoir une très large gamme de plantes qui seraient adaptées. Et il y a une routine qui s'installe. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Mais il y a aussi une tendance à refuser les espèces exotiques. Et ça, je trouve ça profondément stupide. Alors effectivement, ça nous coince un peu. Les écologistes qui nous disent planter les essences indigènes et plus les essences exotiques, ça c'est un problème parce qu'en même temps on est dans une contradiction. Le plus on a de variétés de génomes, le plus on a de probabilités d'adaptation. Donc, et les variétés et les espèces indigènes qu'on a déclarées indigènes parce qu'on a estimé qu'elles étaient présentes selon une telle date, je ne sais plus quelle date, reculée, donc elles sont indigènes, elles sont adaptées, elles sont potentiellement... c'est en milieu naturel, c'est pas en ville. En ville, tout est exagéré, tout est amplifié. Donc, non, je refuse de ne me cantonner qu'aux essences indigènes dans les nouvelles plantations des arbres en ville. Il me faut un panel le plus large possible pour avoir une probabilité de trouver les essences du futur. Le marronnier et le platane, il y a 150 ans, ils étaient exotiques. Oui, tout à fait, ils étaient exotiques. Le marronnier et le platane étaient exotiques. Et c'est Alphand qui les recommandait
ce sont des essences qu'on dit historiques à Paris. Elles sont dans les manuels historiques de l'époque de Napoléon, où il est clairement décrit que ce sont les essences recommandées. C'est un de mes points de discussion avec la FAF, l'agroforesterie. Parce que les plantes indigènes, qu'est-ce que c'est une plante indigène? C'est une plante exotique qui est là depuis tellement longtemps qu'on a perdu de vue qu'elle était exotique. Trouve-moi une plante véritablement indigène du bassin parisien, moi j'en connais pas. Oui, d'accord, mais pas ici. Qu'en est-il de l'introduction ou de la réintroduction des arbres fruitiers? Je sais qu'il y a des projets de forêts comestibles à Liège ou à Grande-Synthe. Qu'en est-il, qu'en pensez-vous et qu'en est-il à Paris? Merci. Alors, pour l'instant, Thierry Régnier est là, il pourrait parler à ma place, puisque c'est lui qui est responsable des plantations fruitières à la DEV. Disons-le, ben oui, hein, puisque c'est toi qui plantes. Donc, pour l'instant, ça se situe dans les écoles, ces plantations fruitières, mais aussi dans les projets dans les jardins. Vous voulez un micro, monsieur? Oui, aujourd'hui, bon, c'est surtout dans les écoles qu'on travaille. Mais on a quelques projets qui sont implantés à différents endroits. Il y en a un à Belleville qui n'est pas très loin, là, qui est sur une placette. La place des Fêtes à Paris aussi, on a planté directement sur le trottoir, en fait. Donc on commence petit à petit peu à gagner un peu sur le terrain. Bon, après, il faudra voir comment ça s'adapte justement aux contraintes de milieu urbain, quoi, qui sont vraiment manque de biodiversité, manque de bonnes terres. Les fruitiers en plus très spécifiques. Oui, parce que les fruitiers, c'est encore plus sensible aux pathologies que les arbres urbains. Et là, c'est un peu une prise de tête parce que nous sommes à zéro phyto. Eh bien, c'est pas qu'on veuille absolument faire du phyto, mais les arbres fruitiers, si on ne les entretient pas, si on ne les déparasite pas, eh bien, ça part très vite, très mal en parasitologie. Et c'est très vite abîmé, très abîmé. Donc ça a nécessité de taille, nécessité de soins. Mais à zéro phyto et sans aucun moyen, même les plus doux possibles, on ne les autorise pas, et bien souvent on voit nos fruitiers décliner sans qu'on puisse rien faire. Puis on travaille nous aussi beaucoup pour les écoles, parce qu'en fait c'est petit qu'on va pouvoir apprendre aux enfants à attendre que le fruit soit mûr et puis qu'il ne soit pas cueilli un peu comme ça. Il y a des villes dans le monde, le maire de je ne sais plus quelle ville a promis 10 000 arbres fruitiers dans ses rues. C'est commencé, je ne me rappelle plus le nom de la ville. Donc c'est des villes tropicales d'ailleurs, c'est une ville tropicale. Bon, mais il y a toute une éducation à faire pour replanter des fruitiers en ville, puisque c'est quelque chose qui avait complètement disparu. Or qu'en fait, si vous prenez même l'histoire de Paris, autour du Jardin des Luxembourg, il y avait la plus grande pépinière européenne de production de fruits. Il y a une question au fond à droite, Baptiste. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je voulais poser une question et lancer une réflexion qui a un peu été entamée avec les forêts comestibles, c'est-à-dire finalement des projets urbains où il y a une participation citoyenne, pour utiliser des termes un peu à la mode. Donc effectivement, il y a des projets dans les écoles, il y a des projets hors des écoles. Il y a par exemple, pour les gens que ça intéresse, une association très bien à Paris qui s'appelle Vergers Urbains, que peut-être certains connaissent, et que vous pouvez rejoindre pour des projets qui sont bénévoles. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Aussi près de Paris, à Montreuil, il y a le mur à pêche. Donc je m'arrête là pour les exemples. Et en fait, ce que je voulais savoir, parce que je travaille sur le sujet au Royaume-Uni, en particulier en Écosse, c'est est-ce qu'à la ville de Paris, vous avez aussi des réflexions sur... Alors je vais utiliser un raccourci qui peut prêter à confusion, la forêt participative. C'est-à-dire, pour rentrer un peu dans les détails, c'est des projets où les habitants sont en fait partie prenante de la gestion des forêts, ce qui est une occasion de réduire la fracture qu'il y a entre les espaces dits naturels et les espaces culturels. On a vu avec
Les variétés exotiques, c'est relatif, puisque visiblement la main de l'homme a beaucoup contribué à dessiner nos paysages naturels. Donc ils ne sont pas si naturels que ça, ils sont très culturels. Et en fait, en faisant des projets comme ça permet aux gens de monter en compétence et de s'approprier aussi la réflexion et le savoir autour de ces espaces, dont les forêts, qui sont extrêmement importantes. Et on sait très bien qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique et de crise grave à venir. Et donc, il existe des projets de ce type-là ailleurs, dans des villes, que je ne vais pas nommer maintenant, ça serait un peu long. Et est-ce que la ville de Paris réfléchit déjà à ce type de projet ambitieux, finalement, sachant quand même que c'est toujours assez complexe. Il y a une grosse dialectique à Paris sur la question de la participation citoyenne. On le voit sur l'agriculture urbaine et d'autres appels à projets, où les citoyens et riverains n'ont pas été forcément associés en amont. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose de cet ordre-là, et je serais ravi, avec d'autres personnes peut-être dans la salle, de rejoindre des espaces de discussion que vous auriez lancés et que vous voudriez lancer pour des projets ambitieux à terme. Alors, c'est vrai que sur les projets participatifs, il y a des réflexions, et c'est déjà engagé au niveau des privés, où on les fait planter. On les aide à... Voilà. Mais au niveau des forêts, je n'en connais pas. Je n'ai pas entendu de proposition de projet participatif au niveau de plantation des forêts. Mais je ne vois pas pourquoi on n'y réfléchirait pas. Je ne vois pas pourquoi. La mairie, je trouve, on a une ouverture. Nous avons notre régie qui s'occupe des plantations, mais effectivement, l'aspect participatif qui est très encouragé par notre élu, je pense que ça lui plairait énormément qu'on fasse ça. Pourquoi au niveau forêt? Parce que nos forêts, c'est pour nous, de suite à l'esprit, nous viennent les bois. Et les bois, c'est notre préoccupation. Ils sont soumis à des plans de gestion bien stricts de replantation. Donc ça, pour ça, je ne pense pas qu'on délègue. Mais sur d'autres projets, oui, je pense que c'est ouvert. Alors, moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bonjour. Je vais vous répondre parce que en fait, je suis membre fondateur de Verger Urbain, entre autres. Et donc, il y a au Square Fleury, il y a 4-5 ans maintenant, la ville de Paris avait lancé un projet innovant. Et donc, nous, on est en train de faire une forêt fruitière au Square Fleury dans le 20e. Donc, il y a déjà des projets de lancer à Paris. Bonsoir. Je suis là, excusez-moi. Du coup, merci pour votre présentation, premièrement. Et secondement, je suis content de vous avoir parce que vous vous occupez du coup de la gestion des espaces verts de la ville de Paris. Donc, on a vu émerger un projet l'an dernier, c'était le projet de réinventer la métropole du Grand Paris. On a vu donc 100 et quelques projets sortir. Donc, la plupart, si on les analyse, c'est des projets où il y a de la verdure partout. On a des arbres au rez-de-chaussée, on a des arbres sur les toitures et on a même des arbres parfois sur certains projets sur les terrasses. Donc moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que la ville de Paris a prévu d'étudier et de regarder un peu les choix de sélection des essences des arbres qui vont être implantés sur les projets de réinventer la métropole? Nous le voulons, nous l'exigeons, nous le demandons. Parce que ces projets-là doivent être inscrits dans la politique générale à la ville, la politique de la ville entière. Et parfois nous le sommes contents, nous donnons nos avis. Nos avis deviennent ce qu'ils deviennent. Parfois nous avons l'impression d'être consultés par politesse, nous ne voyons pas nos recommandations suivies. Mais oui, nous demandons ça. Et nous sautons sur l'occasion lorsque la parcelle où se fait le projet est une parcelle en espace vert protégé et classée donc au niveau de la protection de la nature, espace vert protégé, EVP, ELB, en fait, il y a toute une classification par rapport au PLU. Et là, bien sûr, la DEV a droit de regard et d'imposer les essences plantées et de la manière dont elles sont plantées. Parce que c'est très joli sur les maquettes, effectivement, mais ça peut tourner très mal dans la durée.
J'ai une petite question dans le fond. Ah, Francis, vous voulez intervenir? Moi, j'ai une question pour Béatrice. Ouais. C'est possible. Non, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les lianes? Les lianes, moi, je suis très... Parce que dans le Midi, les rues sont parfois... Les rues dans les villes sont tellement étroites qu'il n'est pas question de mettre des arbres. Eh bien, les gens, ils ne sont pas idiots, ils mettent des fils de fer le long des façades. Une liane, ça pousse très, très vite. Donc, très rapidement, il faut lui faire traverser la rue et on peut lui faire faire un zigzag comme ça. Les lianes, ça a juste les avantages qu'on attendrait des arbres. Ça ne déforme jamais le goudron parce que les racines sont extrêmement profondes et pas du tout superficielles. Ça pousse très très vite. On peut même les voir pousser à l'œil nu, c'est très étonnant. Et en plus, c'est des plantes qui ont des très belles fleurs. Je trouve dans certains cas, on pourrait remplacer avantageusement les arbres par des lianes. Je vais le souffler aux personnes responsables des projets de végétalisation du bâti. Est-ce que ce n'est pas très exigeant en eau? Ça va très profond. Alors, si ça va très profond, ça va aller jusque dans le métro. Et encore les fissurations des lianes sur les plafonds de RATP. Bon. Mais d'accord, je retiens l'idée. Baptiste? Bonjour, j'avais une petite question. Je me demande s'il est possible de planter tout et n'importe quoi sur des sols qui ont déjà été goudronnés. Des autoroutes, des choses comme ça. Imaginons dans le futur, s'il y a des tronçons d'autoroutes qui ne sont plus utilisés. Est-ce que cette matière du goudron est nocive pour certaines plantes? Est-ce qu'on a fait des expériences comme ça? Alors, vous dites goudron, j'ai enrobé, je ne sais pas si ça veut dire la même chose en tête. Il y a... Alors, tout n'est pas hostile. Là, vous parlez de végétation. Vous parlez de végétation et pas d'arbres. Alors, le comportement des arbres vis-à-vis de l'enrobé. Si vous voulez, j'attrape la réponse par ce côté. Figurez-vous que c'est confortable pour un arbre. Il est en dessous, l'enrobé intercepte l'évapotranspiration du sol et il se régale de cette eau qui est interceptée immédiatement sous l'enrobé. J'ai beaucoup d'appréhension lorsque l'on refait par exemple les cours d'école qui sont complètement enrobés et où j'ai des arbres adultes et où on me raconte qu'on va faire sauter l'enrobé. Je vois les fissurations induites par les arbres. Je sais qu'ils se sont installés immédiatement en dessous, justement profitant de cette évapotranspiration interrompue. Donc, savez-vous que lorsqu'on me propose du stabilisé, vous savez, le stabilisé qui est à base de ciment, de chaux, pour moi, c'est une catastrophe écologique par rapport à un sol que dépendre de la chaux. Hein, c'est augmenter le pH, et alors là, toute la vie biologique du sol meurt. Je dis, je préfère un enrobé à un stabilisé, je vous prie. Surtout un stabilisé concentré à 4% de ciment. Parce qu'il est chimiquement neutre. Il n'envoie pas dans la solution du sol d'ions toxiques, en tout cas. Il ne se dissout pas dans la solution du sol, contrairement à un stabilisé qui envoie du calcium, qui empêche la nutrition minérale des arbres. Voilà. Donc, vis-à-vis des enrobés, je suis encore plus contente lorsqu'il est perméable et qu'il n'est pas posé à chaud, parce que ça brûle les racines. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, oui. Oui. Il y a eu oui de la tête. On s'arrête au bout de 3 questions. Il y a encore quelqu'un qui a vraiment un truc qui veut... Alex, la dernière question peut-être. Tu nous feras le mot de la fin, Alex, tu gardes le mot de la fin. On te garde pour la dernière question. Allez, c'est parti. Bonsoir. Je voulais savoir si dans la ville, encore en revenant sur le thème de la communication, les arbres communiquaient ensemble et s'il y avait une vie sociale entre les arbres dans la ville. Et j'aurais aussi aimé connaître la définition d'un milieu à la différence de la définition de l'environnement.
Alors, sur la dernière question, Francis et moi, on plante. On va réfléchir. La différence entre milieu, ce que veut dire milieu comparé à environnement. J'ai l'impression que c'est comme ça, à chaud, une histoire d'échelle. Je dirais que le milieu est plus petit qu'un environnement. Un environnement, c'est plus vaste. Non. Bon, donc j'ai faux pour Francis, donc je dois avoir faux. Sur l'histoire de communication des arbres en ville, des phénomènes que décrit Francis et du domaine, donc de ce domaine-là, en ville, comment je vois les arbres entre eux, je les vois se batailler la lumière, comme ils font aussi en forêt. Il y a parfois aussi des souches qui renaissent de voisins vivants. Donc oui, il y a des communications, il y a des anastomoses, des fusions de racines entre les arbres. Donc il y a des passages de sève, oui. Sur cette communication de défense, de dégagement gazeux, là je ne peux pas. Je pense que non, mais en tout cas, je ne sais pas déjà comment je peux percevoir ça. C'est pas possible de percevoir ça. Quand on fait le compte de toutes les communications avérées chez les arbres, on s'aperçoit qu'elles ont toutes été trouvées dans le milieu naturel, en tout cas pas en ville. Je crois que ce n'est pas des bonnes conditions. Il y a sûrement comme tu dis, il y a des soudures de racines, ça c'est clair. Donc il y a tout de même des communications. Mais ce n'est pas l'endroit où il faut chercher les communications entre les arbres. Un milieu sans doute trop limite, trop dur. Ouais. Je vais prolonger la question sur le milieu en demandant est-ce que la forêt est-elle le stade écologique le plus abouti, le plus diversifié du point de vue des successions écologiques que l'on peut trouver dans les milieux en général? Oui, il me semble, oui. Attendez, il y a des endroits où il ne peut pas pousser une forêt. Mais là où la forêt est capable de pousser, ça sera le... Bon, dans le temps, on parlait de climax, mais c'était quelque chose de bloqué. On sait maintenant que la forêt, elle est en perpétuelle évolution, elle change tout le temps, mais ça reste le sommet de l'évolution d'une végétation. Oui, je pense bien. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus complet. Ouais. Il reste une question ? Bon, du coup, vu que vous me permettez, je vais faire mes petites réactions parce que j'avais déjà demandé pour du bois. Apparemment, officiellement, on ne peut pas avoir accédé à du bois parisien, même en tant que, enfin, pour faire de l'ébénisterie, des choses comme ça. C'est une sorte de politique qui interdit ça. Après, il y a peut-être à creuser du côté des labels qui se développent, fabriqués à Paris, Made in France et tout ça. Donc peut-être que c'est des voies à creuser pour faire des liens entre des plateformes qui ne sont pas forcément en communication. Sur les platanes, j'avais vu un article il y a un certain temps qui disait qu'il y avait une mutation qui faisait qu'ils devenaient plus allergogènes. Alors ça, je ne sais pas. Que du coup, il y avait des allergies qui étaient favorisées par que la pollution provoquait des mutations chez les platanes qui faisait qui rendait encore plus sensibles les allergies, enfin les gens qui étaient allergiques. Donc, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe. Alors, l'aspect allergène, effectivement, il faut qu'on sache le comportement de nos essences vis-à-vis de cette gêne. Le platane n'est pas allergène vis-à-vis de son pollen. Il est par contre irritant de ce que l'on connaît, c'est-à-dire que ces graines issues de ces boules, de ces fructifications, sont très irritantes au point d'être support d'irritation.
Donc non, ça ne me parle pas, ce que vous avez dit vis-à-vis du pollen, c'est ça, j'ai bien compris, du platane qui serait plus allergène par mutation. C'était un article que j'avais vu qui était peut-être pas qui était peut-être pas très bon. Juste, je voulais finir sur une petite question. C'est triste de finir sur les allergies, je trouve. Non, bah justement, je voulais finir sur une petite question plus sympa. Oui. Alors déjà, j'ai entendu parler de graines qui ne germent que quand il y a eu un incendie. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai en Afrique. Et surtout qu'il y a des ethnologues qui ont un peu plus parlé de plus en plus du fait que l'Amazonie, c'était pas juste des chasseurs-cueilleurs qui étaient dedans, mais que tous les humains qui habitaient là-bas avaient été depuis toujours des cultivateurs de cette forêt. Est-ce qu'en tant que botaniste, vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette part de l'homme dans la nature végétale ? Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on appelle une forêt primaire dans les tropiques, parce que en Europe, il n'y en a plus. Mais ce qu'on appelle une forêt primaire, ça n'empêche pas que ça a été profondément modifié par l'action de l'être humain. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils considèrent eux-mêmes qu'ils font partie de la faune. Et donc, c'est normal que la faune ait un effet sur la répartition des espèces dans une forêt. Les gens, ils se promènent, ils récoltent les fruits qui les intéressent, ils les ramènent chez eux, un petit campement de fortune qui n'est pas très confortable. Ils mangent les fruits là, ils balancent les noyaux. Et ben, quelques dizaines d'années après, vous avez un bosquet d'arbres fruitiers. Ça n'empêche pas que la forêt soit primaire, ça. Mais c'est vrai que l'être humain a une très grande influence sur les forêts. Il ne faut pas oublier qu'on est nous-mêmes originaires des canopées forestières, hein. On est des primates. Donc, on a d'ailleurs une morphologie d'organismes qui grimpent aux arbres. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci, Francis. Bah. Merci, du coup, il ne me reste plus qu'à vous inviter mercredi prochain, c'est à la même heure, c'est à 20h, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Et ça sera sur la forêt exploitée, vous verrez qu'on a invité des intervenants qui ne sont pas forcément d'accord, même pas du tout d'accord sur la manière de gérer nos forêts. Donc à mercredi prochain, bonne soirée.